ce proton d'une masse de 614 grammes, pour moi, il était proche de la folie. Vous allez voir ce soir qu'en fait, c'est tout à fait cohérent. Et non seulement c'est cohérent, mais grâce à ces fameux trous noirs, on va pouvoir donner une explication de ce que c'est que la masse et de ce que c'est aussi que la gravité. On va aussi pouvoir rendre une forme discrète à la gravité, ce qui va permettre d'unifier les soi-disant 4 grandes interactions. Donc c'est quelque chose qui est assez interpellant. Ce soir, mon objectif est d'essayer de vous transmettre ma passion pour les théories de Nassim Haramein. Alors, étant donné qu'il ne rajoute pas un étage à l'édifice bancal du modèle standard, mais qu'il nous propose une théorie autant révolutionnaire que simple et élégante, il est essentiel de montrer que ces recherches se sont développées à partir de théories établies. Bien que moins connues du grand public, c'est pourquoi la première partie de cet exposé présente un cadre théorique. Dans ce cadre théorique, je vais aborder la solution aux équations de Schwarzschild, la métrique de Schwarzschild, ce que sont les trous noirs et leurs caractéristiques, le principe holographique, parler un petit peu de la théorie quantique, vous expliquer que le rayon du proton a rétréci, ce qui a beaucoup de conséquences par rapport au modèle standard. Vous parlez aussi d'interaction forte. Dans la seconde partie, je vais développer surtout quantum gravity et holographic mass. Mais comme Nassim fait des recherches depuis plus de 30 ans, je vais vous parler de quelques articles qui rentrent directement dans la gravité quantique et la masse holographique. Je vais vous montrer que cette gravité quantique et cette masse holographique s'appliquent aussi bien à l'échelle cosmologique qu'à l'échelle quantique, à l'échelle du proton. On va, par cet article, montrer qu'il y a une nouvelle constante qui va donner exactement la valeur de la constante de couplage gravitationnel. Et enfin, je vais vous parler du potentiel de Yukawa, puisqu'il y a un problème, la gravité réagit d'une façon différente à l'interaction ou à l'attraction des objets quantiques, comme je vais vous l'expliquer. Et enfin, je terminerai par une brève conclusion. La pierre angulaire de la théorie de Nassim Haramein, c'est que le proton est un trou noir, et donc que la gravité est la force forte. La force forte est la force qui fait que les protons restent confinés dans le noyau. Il explique pourquoi et comment le proton est un trou noir. Si l'on considère le proton comme un trou noir, on obtient exactement la même valeur que la constante de couplage gravitationnel. En simplifiant, l'intensité de la force forte est exactement équivalente à l'intensité de la force gravitationnelle. Pour Nassim Haramein, ce n'est pas une coïncidence. Bien sûr, la gravité ne paraît pas se comporter de la même manière dans le monde cosmologique et quantique. Pourquoi la force forte est très forte, très près du proton, et s'effondre rapidement dès qu'on s'en éloigne, alors que par exemple la Lune, située à 384 000 km de la Terre, est toujours bien soumise à son attraction. Est-ce pour cela qu'on ne pense pas à la gravité? Ce système proton-trou noir tourne à la vitesse de la lumière, ce qui est loin d'être exceptionnel au niveau subatomique. Et quand on y combine la relativité restreinte
et la dilatation de la masse, alors on constate que l'attraction gravitationnelle diminue très rapidement. Nassim nous explique aussi pourquoi la masse du proton ne nous apparaît pas comme la masse d'un trou noir, mais nous apparaît tellement plus faible grâce au modèle holographique. Le fait que le rayon du proton prédit par Nassim Haramein est conforté par la dernière valeur, publiée en 2013, est juste une conséquence du proton trou noir. La solution trouvée par Nassim Haramein à la gravité est totalement innovante, aussi bien au niveau cosmologique que quantique. Il nous montre que la gravité, l'espace-temps n'est pas lisse, mais discret, composé de sphères de Planck. Donc, dans le cadre théorique, je vais commencer par une des solutions aux équations de champ d'Einstein. Vous savez qu'il y en a eu plusieurs. Il y a la métrique de Kerr-Newman. Ceci est la première des solutions aux équations d'Einstein, et cette équation est intéressante pour plusieurs choses. Tout d'abord, cette équation développe ceci A est égal à 2 fois la constante gravitationnelle multipliée par la masse divisée par la vitesse de la lumière au carré. C'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Donc, vous avez l'intervalle, vous avez ici une variable temporelle, une variable de temps, une variable d'espace, et vous retrouvez ce rayon de Schwarzschild à ces deux endroits. Si jamais A est plus petit que R, on va avoir ici un terme positif, ici on va avoir un autre terme positif, on est donc dans quelque chose de classique. Par contre, et vous allez voir que dans la solution de Nassim Haramein, lorsqu'on inverse une formule aussi, on va passer en fait de la masse holographique à la masse du proton au repos. Donc c'est intéressant. Je sais que ce n'est pas mathématiquement correct, on va en reparler, mais en tout cas, lorsque on a ici un A qui est beaucoup plus grand que R, ou qui est plus grand que R, on va avoir ici une variable qui va devenir négative, on va avoir le signe moins et de nouveau du négatif, donc on va avoir en fait une inversion. La variable de temps devient alors une variable d'espace, et la variable d'espace devient alors une variable temporelle. Dans cette équation, il y a aussi deux cas limites, deux cas où il va y avoir une singularité. La première, c'est lorsque R est égal à 0, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose de nouveau qui est assez compréhensible. En électrostatique, par exemple, quand on a une charge ponctuelle et que l'on calcule le champ électrique autour, on remarque que le champ électrique au niveau de la charge tend vers l'infini quand on s'en approche infiniment. On a une source et il semble logique que si on s'approche infiniment près de cette source, les grandeurs qui décrivent le champ tendent vers l'infini. L'autre singularité, c'est évidemment si A est égal à R. Dans ce cas-là, on obtient une quantité singulière, l'équation tend vers l'infini. Cette singularité n'est pas une singularité physique, mais elle est liée au choix de coordonnées. On n'utilise tout simplement pas les bonnes coordonnées, donc c'est quelque chose de normal, il faut changer les coordonnées. En général, cette équation s'applique sans problème, tout simplement parce que le rayon de Schwarzschild est évidemment beaucoup plus faible que le rayon des objets. Si vous prenez le Soleil, vous avez un rayon qui est égal en gros à 700 000 km. Si vous calculez la relation de Schwarzschild pour le Soleil, vous allez avoir un rayon qui est égal à 2,97 km. Donc on est bien dans des cas où A est tellement plus petit que le rayon de Schwarzschild. Et donc la métrique de Schwarzschild fonctionne parfaitement bien. La longueur qui sépare la surface de la Terre au Soleil est plus longue d'environ 8 km que ce qu'elle serait dans un espace plat.
l'espace, la partie spatiale est donc courbée en un temps donné. Et donc, c'est évidemment cette courbure de l'espace, ou cette courbature, non, cette courbure, de l'espace-temps qui fait l'effet gravité. Ce qui est aussi intéressant de se rendre compte, toujours dans ce cas de rayon de Schwarzschild, on peut se poser la question, que se passerait-il si le Soleil se transformait en un trou noir? Eh bien, il ne se passerait rien. Bon, le Soleil, évidemment, contiendrait toujours la même masse que ce qu'il a. L'orbite de la Terre n'en serait pas affectée. Le Soleil ayant le même effet gravitationnel sur la Terre que s'il était un trou noir, de même masse et à la même place. Donc l'idée que les trous noirs sont dangereux, qu'ils absorbent tout, etc., va être ici légèrement écornée. Quand on a découvert la solution de Schwarzschild, on s'est demandé s'il pouvait y avoir des objets pour lesquels le rayon de Schwarzschild est plus petit que les rayons des objets classiques célestes. Quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des milliards de galaxies, et dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles. La réponse à cette question a été oui, ces objets existent. Ils allaient être appelés trous noirs par John Archibald Wheeler, un des collaborateurs d'Einstein. Un trou noir, selon la métrique de Schwarzschild, est un objet pour lequel la distribution de masse est concentrée dans une région plus petite que dans le rayon de Schwarzschild. Finalement, au milieu des années 80, l'existence des trous noirs a été confirmée par des observations. Ce ne sera jamais directement, puisque par définition, ce sont des corps qui absorbent tout, y compris la lumière. Et une nouvelle ère de l'exploration cosmologique est née. Les trous noirs. La définition classique d'un trou noir, c'est un corps dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper, heureusement pour la thermodynamique des trous noirs, à l'exception de la radiation de Hawking. Comme ils n'émettent pas de lumière, ils sont perçus comme étant noirs. Quelles sont les caractéristiques des trous noirs? En fait, ils ont beaucoup de caractéristiques qui font d'eux bien davantage que des prisons cosmiques, emprisonnant la matière et la lumière. Ils ne peuvent pas être observés directement pour cette raison. Le trou noir Cygnus X1 a été détecté grâce à son émission de rayons X. L'émission de rayons X est un premier indice pour détecter un trou noir. En effet, la matière arrachée d'une étoile voisine forme un disque tourbillonnant dans lequel l'énergie gravitationnelle se transforme en chaleur et produit des rayons X. Le nombre. On pense de plus en plus qu'il y en a beaucoup, et en tout cas, il y en aurait au milieu de chaque galaxie. Le nôtre, dans notre galaxie, la Voie lactée, s'appelle Sagittarius A, et il a une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Quels sont maintenant les différents types de trous noirs? Comme on va le voir dans le théorème de la calvitie, les trous noirs n'ont que 3 caractéristiques: la masse, le moment cinétique et la charge. Comme tous les trous noirs ont une masse, avoir une variable, par contre, il y aura des trous noirs avec moment cinétique ou non, et il y aura des trous noirs avec charge ou non. Donc, théoriquement, nous avons la possibilité d'avoir 4 trous noirs différents. Bien sûr, il y en a un qui est extrêmement commun, les autres sont plutôt théoriques. Le premier trou noir que l'on peut voir, c'est le trou noir de Schwarzschild. Il n'est pas en rotation et il n'est pas chargé électriquement. On a donc une simple sphère
on a la singularité au milieu, l'horizon des événements. Il est théorique, on n'en a encore jamais découvert, et comme ça, le second qui est chargé, mais toujours sans moment cinétique, c'est le trou noir de Rechner-Nostrom. Donc, le suivant qui est le plus commun, c'est le trou noir classique, c'est un trou noir en rotation. C'est le trou noir de Kerr. Et enfin, le dernier, ce sera le trou noir de Kerr-Newman en rotation et chargé électriquement. Ce qui est assez intéressant, c'est que utiliser le rayon pour un trou noir, ce n'est pas tellement adéquat, pour deux raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où notre trou noir est en rotation, l'horizon des événements s'aplatit, et donc par conséquent, le rayon n'est pas identique partout. Mais aussi, à l'intérieur du trou noir et à la singularité, on a donc un potentiel gravifique énorme, et donc par conséquent, la distance ne peut pas être mesurée comme telle. Donc, on utilise en général, pour caractériser les trous noirs, on utilise l'horizon des événements, donc la surface extérieure du trou noir. Le théorème de la calvitie, qui est plutôt connu selon les trous noirs, n'ont pas de poils. Les trous noirs ont une sorte d'uniformité. Ils ne possèdent aucun détail, aucun poil. Et on peut juste connaître trois caractéristiques: leur masse, leur moment cinétique et leur charge. Et ce, quel que soit le mode de formation et la nature de la matière qui a servi à le former, vu que toutes les autres informations sont perdues quand la matière rejoint la singularité. La singularité, c'est le cœur même du trou noir. Il est donc impossible, par exemple, de distinguer un trou noir fait de matière ordinaire d'un trou noir fait d'antimatière. Une grande partie de l'information concernant la matière qui a servi à fabriquer le trou noir est perdue lors de sa formation. Par exemple, lors de la formation d'un trou noir, il y a transformation d'une étoile, présentant un nombre incalculable de détails et de caractéristiques en un objet caractérisé uniquement par trois nombres. La transformation émet un certain nombre de photons et donc gravitationnels, mais l'information véhiculée par ces émissions est insuffisante pour savoir quelles étaient les caractéristiques originelles de l'étoile. Une énorme quantité d'informations sur les caractéristiques originelles de l'étoile doit donc rester à l'intérieur d'eux ou sur l'horizon des événements du trou noir. De même, quand de la matière est absorbée par le trou noir, celui-ci perd ses poils en émettant des ondes gravitationnelles, mais la quantité d'informations émises par celle-ci est très insuffisante pour retrouver les caractéristiques initiales de la matière absorbée. Il semblait donc que l'importante quantité d'informations contenue dans un trou noir ne pourrait jamais en sortir et était même détruite à son entrée dès l'horizon des événements. Cela posait un problème avec la thermodynamique, puisque l'énergie ou l'information est toujours conservée et ne peut pas être détruite. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe de l'information, car cela violait le premier principe de la thermodynamique. Ce paradoxe de l'information a trouvé une solution grâce au principe holographique que vous verrez après les trous noirs. La thermodynamique des trous noirs. Il y a des analogies profondes entre certaines propriétés des trous noirs et les lois de la thermodynamique. Ces analogies ont permis la formalisation des principes de la thermodynamique des trous noirs. Vous avez ici la thermodynamique classique ordinaire et la thermodynamique appliquée aux trous noirs.
Comme par exemple, lors de la fusion de deux trous noirs, la surface du trou noir résultant est toujours plus grande que la somme des surfaces des deux trous noirs initiaux. Or, c'est ce que dit la deuxième loi de la thermodynamique. Dans un système isolé, l'entropie, son degré de désordre, ne peut que croître au cours du temps. Le désordre augmente. Il était donc tentant d'associer à un trou noir une entropie proportionnelle à sa surface. Mais la thermodynamique indique dans ce cas qu'un système physique auquel on associe une entropie doit également posséder une certaine température. Et comme un objet porté à une température non nulle émet un certain rayonnement électromagnétique, les trous noirs devaient rayonner. Ces analogies sont devenues pertinentes grâce à la découverte du phénomène d'évaporation des trous noirs, encore appelé rayonnement de Hawking. Juste ici, vous voyez donc que le facteur A est la surface du trou noir, c'est bien ça qui caractérise l'entropie des trous noirs, et c'est ce que Nassim va utiliser aussi. C'est bien la surface des trous noirs, ou la surface du proton qui va être utilisée. Donc le rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a découvert en 1975 que l'horizon des événements d'un trou noir, sa surface, émettait un infime rayonnement. Cette radiation correspond à un rayonnement de corps noir. Elle est émise dans toutes les directions. Ce phénomène est aussi appelé évaporation des trous noirs. Il a calculé que la température de ce rayonnement est proportionnelle à la gravité de surface, donc à l'intensité du champ gravitationnel à l'horizon. Ainsi, connaissant la valeur de la température, Hawking propose une valeur d'entropie des trous noirs s'exprimant en termes de leur surface. Le point suivant, c'est le principe holographique. Gerhard Haupt et Leonard Susskind ont trouvé la solution au paradoxe de l'information en démontrant que toute l'information contenue dans un volume de trou noir peut être exprimée en termes de bits, comme les bits en informatique, en termes d'information de Planck sur l'horizon de surface du trou noir. Donc, conservant l'information comme une empreinte holographique qui donne son nom au principe holographique même. Vous avez ici la vue de l'intérieur d'un trou noir et on regarde uniquement sa surface. Vous avez ici des sphères de Planck. Planck, vous allez le voir, c'est quand même quelqu'un qui est à la base de la théorie quantique. Et donc ces sphères sont extrêmement petites. La longueur de Planck est de 1,616 multiplié par 10 fois 10 moins 33 cm. C'est donc quelque chose de minuscule. Et c'est ces sphères de Planck qui peuvent garder l'information. Voilà donc toute l'information contenue dans un volume d'espace pourrait être décrite par les bords de cette région. Par exemple, une pièce donnée d'une maison et tous les événements qu'elle contient pourraient être entièrement modélisés en ne prenant en compte que ce qui se passe au niveau des murs de cette maison. Dans le cas d'un trou noir, l'idée est que l'information de tous les objets qui sont tombés dans le trou noir peut être entièrement contenue dans les fluctuations de la surface de l'horizon des événements, et qu'un quart de cette surface suffit pour contenir cette information. Le principe holographique nous dit donc qu'un quart de la surface est suffisant, et c'est assez intéressant parce que Nassim, de nouveau, va utiliser les plans équatoriales des sphères de Planck. Si vous avez la surface d'une sphère, vous allez avoir 4 fois en fait le plan équatorial. Donc ce que le principe holographique nous dit, c'est que la surface équatoriale d'une sphère suffit à contenir son information. Ici vous avez en 3D l'image, vous avez donc l'horizon des événements avec les sphères de Planck qui sont caractérisées
par leur surface équatoriale, et à l'intérieur, vous allez avoir des sphères de Planck donc, qui remplissent ce volume. Enfin, la théorie quantique, le développement de la mécanique quantique a commencé en 1894, excusez-moi, avec Max Planck, alors qu'il étudiait le problème du rayonnement d'un corps noir. Un corps noir en physique est considéré comme un objet idéalisé qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique, quelle que soit la fréquence ou l'incidence des émissions. Un tel objet, en équilibre thermique, va émettre des ondes électromagnétiques. Le problème rencontré à l'époque, c'est que la région ultraviolette du spectre devait avoir une énergie infinie. C'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette, et c'est ce qui a permis la première grande révolution en physique. La radiation émise par un corps noir n'existe qu'en nombre entier, où la quantité totale d'énergie saute continuellement d'une valeur à l'autre, créant un paquet d'énergie quantifiée, un quanta, plutôt qu'une énergie continue et infinie. Donc de nouveau, on avait le problème de quelque chose qui était continu. Nassim, dans sa solution de la gravité, va, grâce aux sphères de Planck, la rendre discrète aussi. Donc, ce que Planck nous dit, c'est que l'énergie est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique. La théorie quantique des champs. Non, tout d'abord ceci, non. La théorie quantique, donc la relation avec Planck. Donc, comme je vous le disais, Planck utilise une constante proportionnelle entre l'énergie et la fréquence d'une onde électromagnétique, le fameux E est égal à h nu, pour définir les paquets d'énergie que l'on appelle des quantas. Et Einstein a plus tard appelé les photons en décrivant l'effet photoélectrique. Vous avez ici la constante de Planck réduite, qui est égale à la constante de Planck divisée par 2π. La constante de Planck définit un paquet d'énergie ayant un moment angulaire appelé quantum d'action. De nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement utile parce qu'on se rend compte que la mécanique quantique fournit les fondements d'une théorie quantifiée de la matière où les particules subatomiques en rotation sont quantifiées. Le terme rotation est essentiel pour la suite. Vous savez que la théorie du Big Bang n'explique absolument pas pourquoi les objets sont en rotation. Depuis 14 milliards d'années, l'univers est là, tout est en rotation. La Terre, 6 milliards d'années qu'elle tourne. Moi, quand je prends un œuf, surtout quand il est mou, puisqu'il y a quand même du magma et de la lave dans la Terre, et que je veux la faire tourner, ça s'arrête au bout de 3-4 fois. Il y a quelque chose qui est à l'origine de ce mouvement. Et ce quelque chose, il y a des fortes chances que ce soit justement un gradient de concentration entre les différents trous noirs. On y reviendra peut-être à la conclusion. Donc, cependant, la mécanique quantique seule est incapable de prendre en compte des comportements tels que les émissions spontanées des atomes dans le contexte d'une théorie où la dynamique de l'atome est quantifiée, mais pas le champ électromagnétique. Il fallait donc s'intéresser de plus près au champ électromagnétique, et c'est ce qu'a fait la QFT. Donc la mécanique quantique a été généralisée pour exprimer le champ électromagnétique comme des modes quantifiés d'oscillation en chaque point de l'espace, dans le champ, menant au développement de la théorie du champ quantique. La théorie du champ quantique décrit l'espace comme s'il était rempli de paquets discrets interconnectés d'énergie et d'onde, comme des petites boules connectées par des ressorts. Cependant, une difficulté s'est posée
lorsque la théorie quantique des champs a tenté d'additionner toutes les valeurs du vide, toutes les oscillations, toutes les fréquences qu'il y a dans le vide. Vous avez dans ce vide une quantité infinie de fréquences. La valeur attendue du vide, quand tous les types d'oscillations sont pris en compte, donne une quantité infinie d'oscillations, une quantité d'énergie infinie en chaque point. Et lorsqu'en mathématiques, on a quelque chose qui est infini, ça pose un problème, donc il a fallu simplement redonner une valeur à cet infini. Cette énergie infinie de l'état fondamental du vide a été renormalisée en utilisant une valeur limite qui est naturellement la longueur d'onde de Planck, car c'est la plus petite oscillation possible du champ électromagnétique. Vous avez la longueur de Planck qui est égale à la racine carrée de la constante de Planck réduite, multipliée par la constante gravitationnelle, divisée par le cube de la vitesse de la lumière, et vous voyez que ça vous donne en fait la plus petite oscillation électromagnétique possible. Comment est-ce qu'on a renormalisé cette valeur infinie du vide? D'une façon très simple. On a simplement pris un cube d'1 cm3, on a mis dedans des sphères de Planck, donc des petites billes qui ont un rayon de 10-33 cm. On a compté combien est-ce qu'il y avait de petites sphères de Planck dans ce centimètre cube, et on a multiplié ça par la masse de Planck. Alors de nouveau, quelque chose qui était étonnant, bon ici je suis désolé, c'est encore une notation américaine, mais vous avez 10-5 grammes pour une sphère de Planck. C'est ce qu'on a appelé le problème de hiérarchie. Comment est-ce que la sphère de Planck peut avoir 10-5 grammes alors qu'elle est toute petite et qu'un proton qui vaut 10-24 grammes est donc beaucoup plus et moins massif alors qu'il est beaucoup plus grand parce que son rayon, lui, vaut 10-13 cm. Donc imaginez-vous qu'entre les 10-33 cm et les 10-13, on a 20 ordres de grandeur. Et on a pourtant une masse nettement plus importante pour quelque chose qui est beaucoup plus petit. C'était aussi quelque chose d'aberrant que Nassim explique. Et donc, la masse renormalisée du vide est de 10 exposant 93 grammes quand on fait ce petit calcul. C'est une masse énorme. Le vide est plein. Pour vous donner une idée de l'intensité, de la grandeur, si vous prenez tout ce qu'on connaît comme matière et qu'on le compacte dans 1 cm3, tout l'univers rentrant dans ce fameux petit centimètre cube, on aura une masse de 10 exposant 55 grammes. 1 centimètre de vide a une masse énergie colossalement plus grande que toute la matière connue. Donc, le vide ne l'est pas. Les équations de la mécanique quantique prédisent que le vide ne l'est pas vraiment, mais qu'il est continuellement agité par des paires de particules, violant temporairement la loi de conservation de l'énergie, en se matérialisant brièvement et avant de replonger dans le néant. Les fluctuations de l'énergie du vide ont été confirmées expérimentalement depuis des décennies. Initialement, la première validation expérimentale de son expérience est venue de l'effet dit de Casimir, où deux plaques se rapprochent grâce à une légère différence de la densité d'énergie du vide entre les plaques. Si jamais l'expérience de Casimir ou dite de Casimir pouvait être contestée, la seconde expérience qui a eu lieu, l'expérience dite de Casimir avec l'effet dynamique, où les plaques sont reproduites électroniquement
en transformant des paires de photons virtuels du vide en véritables grains de lumière, le physicien Paul Davies a montré que ce phénomène est bien une réalité et est lié au rayonnement de Hawking. Tiens. Donc voilà, en fait, le vide, quand on le voit comme ça, il n'est pas vide. La preuve, c'est qu'il y a des particules qui peuvent en sortir et que ces particules peuvent redonner de la lumière. On ne les voit pas et pourtant ça vient du néant. Une des explications, je suppose qu'il y a toujours moyen d'expliquer tout ce qu'on veut avec n'importe quoi, mais une explication cohérente, c'est de dire que le vide ne l'est pas. On serait donc dans un modèle où, comme on est en train de nager dans quelque chose qui nous entoure, et on n'a pas conscience de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas conscience de cette énergie du vide? Tout simplement parce que le vide est partout. Il est aussi bien à l'extérieur de nous, mais aussi bien en nous. Si vous prenez la Terre et que vous écrasez les électrons sur le noyau, la Terre pourra rentrer en dessous de la tour Eiffel. C'est bien la preuve qu'il n'y a que du vide. Et si vous écrasez maintenant les distances qu'il y a entre les nucléons, votre Terre ne sera plus qu'une petite aigle d'épingle. Vous êtes composé de 99,99999% de vide. Nous ne sommes que vide. Et donc ce vide, évidemment, équilibre tout aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. De même que vos poissons sont aussi composés d'eau et ne ressentent pas ce vide. On va ressentir le vide qu'à partir du moment où il est déséquilibré. Et ces petits déséquilibres, ce sont justement ces émissions spontanées de photons et autres. Ce qui est assez impressionnant et ce qui aide beaucoup finalement à la compréhension des théories de Nassim, quand je discute avec des physiciens aux États-Unis et que je leur dis que le rayon du proton a rétréci, ça leur fait un choc. Lorsqu'il y a peu, le rayon du proton était considéré comme une valeur sûre de la physique, son rayon apparaissant sur la liste des constantes fondamentales de la nature. Randolph Paul et ses collègues ont voulu mesurer encore plus précisément le proton, c'est-à-dire, comme on le fait pour la valeur de pi, mettre un peu plus de décimales à la fin de la valeur officielle. La valeur Kodata avant 2010 était de 0,8768 x 10-13 cm, et ils s'attendaient à pouvoir compléter cette série. Or, leur mesure est non seulement plus précise, mais surtout beaucoup plus petite, parce qu'on passe de 0,87 à 0,84. Cette nouvelle valeur du rayon du proton montre que Nassim Haramein est sur la bonne voie, puisqu'en utilisant cette nouvelle valeur, il retrouve presque exactement la masse du proton au repos. Par le nouveau modèle de Nassim Haramein, il peut aussi prédire, il peut aussi donner une valeur mathématique. On n'a donc plus d'incertitude pour la fin des chiffres, et la valeur de Nassim est de 0,841236. Soit en fait exactement au milieu de la première valeur corrigée de Randolph Paul, et en fait, comme c'était tellement choquant que cette valeur du proton, que ce rayon du proton diminue, pendant 3 ans ils ont essayé de confirmer ça, et ils se sont rendus compte que d'autres mesures donnaient bien une valeur nettement plus petite, même si jamais ce n'était pas la valeur de 2010, on voit que cette valeur est encore plus petite. Et on voit que le proton, le rayon du proton prédit par Nassim se situe entre les deux, un peu plus près encore de la dernière valeur. Voici donc l'équipe qui a mis sur pied la dernière valeur en 2012-2013. Enfin, le dernier point du cadre théorique, c'est l'interaction force. Nassim Haramein nous démontre que la force forte est la force gravitationnelle, due à la masse des protons trous noirs. Cela vaut donc la peine d'expliquer brièvement comment on la décrit généralement. En 1911, découverte de l'existence d'un noyau dans les atomes. En 1935, Hideki Yukawa
Et Nassim va se servir du potentiel de Yukawa pour expliquer justement le drop-off, le phénomène que nos protons ne subissent pas l'attraction trop loin. Mais Hideki Yukawa donc élabore la première théorie de la force nucléaire afin d'essayer d'expliquer la cohésion des noyaux. Les noyaux sont formés de protons positifs et de neutrons électriquement neutres. Or, à cette époque, il n'existait que deux interactions fondamentales, la gravitation et l'électromagnétisme. On a rajouté après ça la force forte et la force faible, qui ne pouvaient expliquer la cohésion du noyau. La gravitation étant beaucoup trop faible, tout d'abord évidemment parce que la gravitation G mène sur des carrés, vous avez la constante G de Cavendish qui vaut 10-11, donc il faut déjà avoir des masses qui sont supérieures à 10-11 kg pour pouvoir avoir un newton, et puis évidemment la masse des protons, 10-24 grammes, n'est pas suffisante pour avoir ce fameux effet gravitationnel. Lorsqu'on a un proton qui pèse 10-24 grammes, ça ne marche pas, la gravité ne peut pas fonctionner. Et de même que l'interaction électromagnétique ne peut pas assurer la cohésion des particules électriquement neutres, comme les neutrons. En effet, les neutrons étant neutres, l'électromagnétisme ne marche pas, donc il fallait inventer quelque chose d'autre. En 1964, l'hypothèse était mise que les protons, les neutrons et les autres particules découvertes n'étaient pas des particules élémentaires, mais des objets complexes constitués de particules plus petites appelées quarks. Entre 1967 et 1970, une nouvelle théorie vit le jour, la chromodynamique quantique, ou QCD. La chromodynamique quantique propose une description de l'interaction forte qui permet de lier les quarks entre eux pour former des particules de composites appelées hadrons. Par exemple, les protons, les neutrons et les pions. L'interaction forte s'applique aux quarks et uniquement aux quarks. Les électrons, neutrinos et photons ne sont pas des quarks, ils sont insensibles à l'interaction forte. Tout comme l'interaction électromagnétique agit entre particules possédant une charge électrique, l'interaction forte agit entre des particules possédant une charge de couleur, d'où le nom chromodynamique. L'interaction forte possède une propriété très particulière, appelée liberté asymptotique. Ce terme un peu barbare signifie seulement qu'elle a le comportement inverse de l'interaction électromagnétique ou de la gravitation. En effet, dans le cas de ces interactions familières, la force diminue avec la distance entre les objets en interaction, ce qui donne les fameuses lois en 1 sur d carré. Vous connaissez la gravitation, je viens de vous la citer, mais vous avez aussi la force électrique qui est égale à la constante électrique multipliée par le produit des charges sur la distance qui les sépare au carré. On a donc bien ce phénomène. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La liberté asymptotique nous dit en fait que les protons sont pratiquement non liés quand ils sont tout près, mais quand ils cherchent à s'éloigner, ils sont extrêmement fort liés. Si vous prenez deux petites masses accrochées par un ressort, vos deux masses n'auront pas l'impression d'être reliées par le ressort. Mais à partir du moment où vous essayez d'éloigner ces deux masses, vous allez voir que votre ressort va se tendre et va de plus en plus résister à l'écartement de ces masses. C'est en fait ce que signifie la liberté asymptotique. Donc, comme son nom l'indique, l'interaction forte est l'interaction fondamentale qui a l'intensité la plus importante, ce qui permet de contrer la répulsion électrostatique entre les protons dans les noyaux atomiques. Voilà, la première partie sur le cadre est terminée. On va maintenant aborder le travail de Nassim.
Donc, comme je vous ai dit, Nassim recherche à expliquer ce phénomène depuis plus de 30 ans. Il a écrit pas mal d'articles. Je ne vais parler que des plus importants qui vont conduire à Quantum Gravity. Donc, en 2005 et en 2007, il a retravaillé les équations de Kerr-Newman en rajoutant le spin et la torsion, les effets Coriolis. Donc, il a appelé ça la solution de Rocher-Haramein. Il a travaillé avec Elisabeth Rocher. Et donc, dans les articles précédents, il a donné une nouvelle approche de la solution de Schwarzschild aux équations de Chern-Einstein. Il a modifié la métrique de Kerr-Newman en y ajoutant la torsion. Bref, ce qui est pas mal pour expliquer pourquoi les objets sont bien en rotation. L'article ici devient très intéressant parce qu'il développe des lois d'échelle des trous noirs, aussi bien macroscopiques que microscopiques. Donc ces trous noirs qui obéissent aux conditions de Schwarzschild et à la métrique de Kerr-Newman. Sur un graphique des fréquences en fonction des rayons, on constate que la matière peut s'organiser en trous noirs et que cette organisation fonctionne autant pour une entité de la taille de la galaxie que pour un atome. Serait-ce le premier indice d'une unification de la cosmologie et de la physique quantique? Donc voici le graphique. Vous avez ici les fréquences de rayons. Vous avez ici l'univers. Oui, l'univers est un trou noir. Si vous prenez le rayon de Schwarzschild et que vous mettez la masse de l'univers, 10 exposant 55 grammes, on verra que l'univers correspond bien à la solution de Schwarzschild. Vous avez différentes galaxies, vous avez notre Soleil qui correspond à ça, mais vous avez aussi l'atome. Donc les protons correspondent bien à un trou noir. Un autre graphique, personnellement, je n'aime pas les graphiques logarithmiques parce qu'on peut leur faire dire plus ou moins n'importe quoi, mais quand même, l'écart est important. Si vous prenez un graphique avec les rayons et les masses, vous allez voir qu'il y a une corrélation. Ce sont les masses par rapport donc aux rayons tendent à se grouper selon une ligne. Par contre, vous avez bien votre rayon de Schwarzschild qui est considéré comme un trou noir. Et cette distribution accepte le rayon de Schwarzschild dans cette ligne, dans cette distribution. Si vous prenez votre proton standard, il est complètement en dehors des autres grandeurs, ce qui peut poser question aussi. Alors, de plus en plus intéressant, ici nous sommes vraiment dans l'introduction de la gravité quantique et la masse holographique. C'est le proton de Schwarzschild. Donc en prenant en compte la relation entre les fluctuations d'énergie quantique du vide de Planck, puisque le vide, finalement, il est rempli d'ondes, autant s'en servir. Et le proton dans un contexte de l'horizon d'un trou noir, on peut obtenir la valeur donnée à la force forte qui lie les protons et les confine dans le nucléon, comme un potentiel gravitationnel classique. En d'autres termes, si le proton est considéré comme un mini-trou noir en raison de son interaction avec l'énergie du vide quantique, l'énergie masse produite par ce trou noir correspond exactement à la force de confinement gravitationnel décrite dans la physique quantique comme la force forte. Donc, que fait Nassim? Il reprend l'énergie de la densité du vide et il remplit une sphère qui a la taille d'un proton. Et il regarde quelle est la masse énergie
que l'on peut mettre dans cette sphère. Bizarrement, il tombe sur un chiffre connu. Il va retomber sur le fameux 10 exposant 55 grammes, qui est en fait la masse de toute la matière de l'univers, ce qui est déjà intriguant. Donc la quantité de masse-énergie à l'intérieur du volume d'un proton en termes de petites fluctuations du vide de Planck est équivalente à la masse généralement admise comme la masse de l'univers. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ou comme déduction? Cela implique que toutes les informations de tous les autres protons dans l'univers pourraient être exprimées par l'information de l'énergie du vide à l'intérieur d'un seul proton. C'est d'une grande pertinence en faveur d'un mécanisme holographique. Il s'agirait dans ce cas d'un mécanisme dans lequel l'influence holographique de l'information de 10 exposant 80 protons, c'est ce qu'on entend en général comme quantité de protons dans l'univers. On estime que le chiffre est composé entre 10 exposant 78 et 10 exposant 82. Donc, ces 10 exposant 80 protons, en tout cas l'information de ces protons, interagit avec un seul proton et produirait la valeur exacte de la masse au repos de ce proton, qui est de l'ordre de 10 exposant moins 24. Et c'est évidemment pour ça que Nassim appelle sa théorie la théorie de l'univers connecté, puisque un proton serait connecté avec tous les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait toujours dans ce proton de Schwarzschild? Il va prendre le rayon de Schwarzschild pour le proton, comme proton, et il va calculer quelle est la masse de Schwarzschild, la masse trou noir que devrait avoir un proton. Et il arrive, bon, le calcul est assez simple, hein, c'est de nouveau 2Gm sur C carré, il va arriver à une masse trou noir qui est de l'ordre de 10 exposant 14 grammes. Donc si vous reprenez ce graphique, vous allez avoir un écart entre le proton trou noir qui vaut 10 exposant 14 grammes et le proton standard qui vaut 10 moins 24 grammes. Vous allez avoir un écart de 10 exposant 38. Vous avez 38 ordres de magnitude plus grands entre ceux-ci. C'est un espace colossal et c'est pour ça que même dans les échelles logarithmiques, ça se montre. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que la quantité totale d'énergie du vide qui sert à fabriquer un petit proton trou noir n'est qu'une infime partie de la possibilité du vide que l'on trouve dans le proton. Nassim continue à essayer d'expliquer d'où provient ce 10 exposant 38. Comme je vous l'ai dit au départ, quand j'ai rencontré Nassim il y a quelques années, j'étais franchement en colère contre lui quand il m'a dit qu'un proton pouvait valoir 10 exposant 14 grammes. C'était stupide. Tout le monde sait qu'on peut mesurer la valeur du proton et qu'on est très loin de 10 exposant 14. J'aurais accepté 10 exposant moins 22, quelque chose comme ça, mais 10 exposant moins 14, pour moi, il était ahuri. Et donc c'était tellement violent par rapport à ce que je connaissais que j'avais vraiment de la colère. Je lui ai dit d'ailleurs le pauvre. Et Nassim, la seule chose qu'il pouvait, avec son grand sourire, dire, c'était, ben voilà, je suis bien conscient qu'il y a un écart de 10 exposant 38 grammes. Mais ce 10 exposant 38 grammes, ou cet écart de 10 exposant 38, on le retrouve. Il ne provient pas de nulle part. Ce 10 exposant 38, c'est la valeur de la force forte lorsqu'on considère que la gravité vaut 1, on considère que la force forte est 10 à 38 fois, enfin est 38 fois supérieure ou de 39 fois supérieure, 10 exposant évidemment.
Donc, c'est une première idée. Et Nassim a essayé de développer ça de plus en plus. Il a essayé de se demander si jamais la force forte pouvait être la gravité. Et donc, il a pris les caractéristiques que l'on donne en général pour la gravité. On sait que le temps d'interaction, plutôt pour la force forte, est de l'ordre de 10-23 secondes. Donc, il a calculé l'interaction qu'on pouvait avoir, le temps d'interaction qu'on pouvait avoir dans un système où deux protons vont interagir. Pour ça, il a repris l'attraction gravitationnelle que l'on pouvait avoir entre deux protons qui étaient séparés juste par leur rayon. Il a mis cette valeur dans la fameuse relation F est égal à n fois A. Et puis il a calculé la vitesse relativiste, puisqu'on a A, on a R, et il a obtenu une valeur de l'ordre de celle de la lumière. Ce qui est assez intéressant en cosmologie, c'est que quand on regarde l'interaction des trous noirs que l'on peut voir ou que l'on peut estimer dans l'espace, les trous noirs supermassifs au centre de la galaxie ont aussi des vitesses relativistes. C'est intéressant de se rendre compte que ce qu'on peut trouver dans le macro se retrouve au micro. Donc, nous avons des vitesses de l'ordre de la lumière. Comme je vous ai dit, il a calculé le temps d'interaction et il s'est dit que le temps d'interaction était de l'ordre du temps d'interaction de la force forte. Donc, on arrive maintenant au dernier article sur la gravité quantique et la masse holographique. Vous avez toutes les bases maintenant pour voir le raisonnement de Nassim. Il va utiliser des unités sphériques de Planck. Vous vous souvenez, dans le modèle holographique, on avait ces petites sphères qui étaient considérées comme des bits d'information. Donc Nassim utilise ces unités sphériques de Planck qu'il va appeler tout simplement des PSU dans une approche holographique généralisée. Il utilise des équations basées sur des rapports entre les fluctuations du vide à l'intérieur de volume, puisque le modèle holographique dit qu'on peut caractériser l'intérieur par ce qui se passe à l'extérieur, sur un quart de la surface, ainsi que sur l'horizon de la surface d'un tel volume. Donc, il va développer la solution de Schwarzschild à partir de ces fameux PSU, et il va, puisqu'il y a une échelle d'organisation de la matière, et je n'ai peut-être pas assez insisté, je n'ai même pas insisté du tout, mais le fait que nous avons une organisation en trou noir est complètement différente que le Big Bang, où finalement tout est aléatoire, il y a une grosse explosion et ça envoie tout partout. Ici, le monde tel qu'il pourrait être dessiné par Nassim, si tout ça se confirme, c'est qu'on a un monde qui est parfaitement organisé. On a un monde qui sera organisé à des échelles différentes, dont le point, le dénominateur commun, serait des trous noirs, à des échelles différentes. Ça change. Et donc, on va voir cette notion d'application holographique, aussi bien, on va la tester sur le modèle cosmologique et sur le modèle du proton quantique. Alors, de nouveau, ici, on n'est pas dans ces équations de champ d'Einstein, où Einstein lui-même, quand il a fait ses équations G-mu-mu, n'avait pas de solution. Il était certain qu'on n'allait pas trouver de sitôt ces solutions. Et d'ailleurs, c'est Schwarzschild qui l'a trouvé dans les années 15, mais après ça, il a fallu attendre les années 60 pour trouver une autre solution. Parce que la solution de Schwarzschild était un peu limitée. Il avait fait des conditions de simplification qui étaient un peu draconiennes. Donc, on voit bien que ce sont des équations qui ne sont pas spécialement faciles. La solution de Nassim, elle est simpliciste. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un exemple d'un trou noir bien documenté, Cygnus X1. Il va prendre des volumes sphériques de Planck, les petites sphères, 4 tiers de pi r cube,
c'est à la portée de tout le monde. Il compte, il regarde quel est le volume d'une petite sphère de Planck. Après ça, il va calculer la surface équatoriale. Rappelez-vous, le quart de l'horizon des événements du trou noir. Donc, la surface est égale à pi r carré. Et puis, évidemment, le rayon, c'est la moitié de la longueur de Planck. Il prend comme relation la quantité de sphères de Planck à l'intérieur du volume qui divise par la quantité de plan équatorial de Planck sur le volume. Donc, ça nous donne la quantité de volume de Planck dans ce cas-ci, parce que ça va être valable pour tous les trous noirs, la quantité de volume de Planck oscillant dans le volume de sinus 1, on remplit de petites sphères de Planck le volume de sinus 1, et on divise par la quantité de surface équatoriale de Planck sur l'horizon de surface de sinus 1. Et ça nous donne une masse holographique gravitationnelle qui est celle-ci. Si on prend maintenant ça d'un point de vue plus imagé, vous avez donc l'intérieur divisé par l'extérieur. Vous voyez ici, on a 10 exposants 118 sur 10 exposants 79. Si je ne me trompe pas, ça va faire un écart de 10 exposants 39 grammes. 10 exposants 39 grammes qu'on multiplie par la masse de Planck qui vaut 10 moins 5 grammes, on obtient 10 exposants 34 grammes. Alors, il est évident que nous avons ici un rapport sans dimension, nous avons ici un autre rapport sans dimension, donc il fallait redonner une dimension à ça, et c'est logique de prendre la masse de Planck pour retrouver la masse d'un trou noir. Ce qui signifie aussi que cette valeur-là, la masse de Planck, telle qu'elle apparaissait comme un problème de hiérarchie, ne l'est pas. Si la masse de Planck permet de redonner une valeur à un rapport géométrique, c'est que cette masse de Planck a une raison d'exister, et une véracité aussi. Donc, voilà ce que ça vous donne. Coup de théâtre. Lorsque l'on calcule cette valeur géométrique, on retombe exactement sur la même valeur que la solution de Schwarzschild. Tiens. Une équation, quelque chose qui est utilisé dans une équation relativiste, se retrouve dans un simple phénomène géométrique et donne une exacte valeur. Ça pose question. D'autant plus qu'on peut généraliser ça pour tous les trous noirs. C'est libre de toute expression relativiste et ça utilise simplement des quantités discrètes de Planck. Discrètes. Ce qui va avoir des implications pour la gravité. Alors, essayons de comprendre pourquoi cette forme géométrique nous donne exactement la même valeur que la masse de Schwarzschild. Et donc, Nassim va transformer cette relation géométrique en remettant ce qu'il y a dedans, puisque ce sont des sphères de Planck et des surfaces de Planck, c'est assez facile de remettre pi r cube et pi r carré dedans. Donc, il va d'abord les exprimer en fonction des masses de Planck, et on voit que la masse holographique est égale au rayon de l'objet, multiplié par la masse de Planck divisée par 2 fois la longueur de Planck, ce qui, exprimé autrement, nous dit que le rayon de l'objet est égal en fait à un rapport de 2 masses, la masse trou noir et la masse de Planck. Tiens, elles sont liées ces 2 masses-là maintenant. Multiplié par une distance de Planck. Un nombre discret de masses de Planck contenu dans n'importe quelle masse donnée, multiplié par 2 fois la longueur de Planck,
qui est une quantité discrète, va générer le rayon holographique qui est équivalent au rayon de Schwarzschild, soit une forme non relativiste calculée à partir de quantités discrètes de Planck du vide oscillant, qui génère une solution quantifiée. Si maintenant on va plus loin, on va se rendre compte, si jamais on reprend les définitions des longueurs de Planck et des masses de Planck, rappelez-vous la théorie quantique du début, on va retomber en fait sur cette formule de Schwarzschild, ce qui est assez exceptionnel. Donc, en remettant les valeurs de Planck dans cette formule, on retrouve l'expression de Schwarzschild à partir des seules considérations géométriques. Par ces équations, la masse gravitationnelle d'un objet peut être obtenue à partir des quantités discrètes basées sur les unités sphériques de Planck. La gravité peut donc s'exprimer de manière discrète comme le champ électromagnétique. L'exemple fonctionnant pour les entités cosmologiques, et c'est quand même impressionnant de se rendre compte que la distance de Planck vaut 10-33 cm, le rayon de Cygnus 1 est de l'ordre du million de centimètres. Donc vous voyez que l'erreur qu'on peut avoir en mettant des petites pastilles comme ça dans un aussi gros volume, c'est quand même colossal. C'est pas donné, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du hasard, loin de là. Donc maintenant, on reprend l'échelle du proton de point à l'échelle quantique. On applique évidemment le rayon muonique. Et en calculant la masse holographique du proton, on obtient la valeur de Schwarzschild, évidemment. Même formule. On prend l'intérieur des petites sphères de Planck, la quantité, le nombre de petites sphères de Planck qu'il y a à l'intérieur du volume du proton. On divise ça par les surfaces équatoriales qu'il y a sur l'horizon de l'événement à l'extérieur du proton. Et on retrouve cette masse de Schwarzschild. On a exactement les mêmes valeurs. De nouveau exprimé d'une autre façon, vous allez avoir ici l'intérieur divisé par l'extérieur, ce qui vous donne 10 exposant 60 sur 10 exposant 40, vous avez donc 10 exposant 20, multiplié par la masse de Planck, 10-5, ce qui vous donne 10-15. Quand vous prenez les chiffres qui sont avant les exposants, avant les 10 exposants quelque chose, vous allez retomber sur les 10 exposants 14. Vous allez avoir un facteur 10. Voilà. Jusqu'à présent, personnellement, je trouve que vous n'avez pas perdu votre soirée. C'est déjà pas mal, non? Eh bien, ça ne s'arrête pas ici. Ce que vous allez voir maintenant, c'est vraiment l'histoire du magicien qui fait sortir ses lapins de son chapeau. Ce que vous allez voir maintenant est extraordinaire. C'est franchement de l'ordre de l'orgasme. Si vous inversez ce rapport, vous vous souvenez de cette équation de Schwarzschild où, en inversant la taille du rayon, en augmentant la taille de A du rayon de Schwarzschild, on passait d'une coordonnée de temps qui switchait vers une coordonnée d'espace. Eh bien ici, qu'est-ce qui se passe si au lieu de faire l'intérieur divisé par l'extérieur, on choisit de faire l'extérieur divisé par l'intérieur? 10 exposant 40 sur 10 exposant 60, 10 moins 20, multiplié par 10 moins 5, 10 moins 25. Avec les petits chiffres devant, on a un choix entre 10 exposant moins 26 et 10 exposant moins 24. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Exact. En inversant le rapport,
on obtient l'exacte masse du proton. Avouez que c'est remarquable. Bien sûr, il y a un 2 devant. Pourquoi? Les recherches ultérieures devront le démontrer. Mais ça ne change pas grand-chose au fait qu'en inversant tout ça, on obtient une masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse trou noir et la masse au repos sont liées. De nouveau, par notre masse de Planck. Je pense que c'est vraiment révolutionnaire et que Nassim est vraiment un sacré chercheur. Donc, faisons la même chose pour essayer de comprendre ce qui se passe. On va prendre donc, à partir de la formule géométrique, on va essayer de voir ce qui se passe. Je vais un peu plus vite. Ici donc, on voit que par rapport à la masse du proton, la valeur codata, et de la valeur qui est donnée par rapport à la valeur de 2013, on a une légère différence. Et je vous rappelle que Nassim, dans sa prévision du rayon, nous dit que le rayon prédit qu'il en a employé ici n'est pas encore le bon rayon. Si on utilise le rayon de Nassim calculé, on obtient exactement la même masse, évidemment. Alors, ce rapport géométrique, donc, on va l'exprimer en fonction des grandeurs de Planck, ce qui nous donne 4 fois la longueur de Planck multipliée par la masse de Planck divisée par le rayon du proton. Ça nous donne la masse du proton au repos. Si jamais maintenant on le fait par rapport aux grandeurs de Planck, on va avoir le rayon du proton au repos va être égal à 4 fois la longueur de Planck, multiplié par, ici on inverse évidemment, on n'est plus au nombre de sphères de Planck dans le proton, on a dans un rapport inversé. Quelle est la relation entre la masse de Planck, la masse au repos du proton et la masse holographique gravitationnelle? La masse trou noir, la masse de Schwarzschild. Donc si on remplace L et ml par leur valeur de définition des grandeurs de Planck, dans l'équation qui est ici, on va obtenir en fait que la masse au repos du proton est égale à 2 fois la masse de Planck au carré, divisée par la masse holographique. Il y a donc une relation clairement démontrée entre la masse holographique du proton et la masse au repos du proton. Le problème de hiérarchie entre la masse de Planck, la masse du proton et la force gravitationnelle s'éclaire ici. La masse au repos du proton est une fonction géométrique de l'oscillation du vide des sphères de Planck. La masse énergie, la masse H', la masse holographique, comme la masse au repos du proton, découle d'une même quantité primaire des entités de Planck. Considérons maintenant la relation de l'horizon de surface du proton à son volume, puisque on remarque qu'aussi bien au niveau cosmologique qu'au niveau quantique, ce rapport géométrique, on peut l'utiliser aussi bien dans un sens que dans l'autre. Nassim décide de l'appeler phi. On a donc 1 sur phi, ou phi, ça n'a pas beaucoup d'importance, et d'exprimer les différentes formules qu'on a vues au-dessus en fonction de phi. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on élève au carré cette valeur, on va obtenir exactement la valeur de la constante de couplage entre la gravité et le confinement à l'échelle du proton. Ce qui tend à prouver assez fortement que la force forte est bien un potentiel gravitationnel. La différence entre les deux résultats, vous avez vu qu'il y avait une infime différence. La différence entre les deux résultats
est due à l'utilisation du rayon muonique du proton. Si on utilise le rayon prédit, on obtient exactement la valeur de la constante de couplage. Maintenant, il reste à comprendre pourquoi, si c'est la gravitation, la force forte, nos fameux petits protons ont un phénomène qui coupe leur attraction lorsqu'ils sont en gros à un rayon d'eux-mêmes. Alors que, comme je l'ai dit dans la Lune, l'attraction elle ne diminue pas, elle a une décroissance indécarée. Donc l'étroite plage de la force nucléaire, comme définie dans le potentiel de Yukawa, demande que la force forte diminue selon une fonction exponentielle à proximité de l'horizon pour un rayon de l'ordre du proton. La formule de la dilatation de masse relativiste donne l'énergie potentielle d'unification de Schwarzschild lorsque la vitesse, le rapport des vitesses V sur C, s'approche de 1, donc lorsque V est très proche de celle de C. Et en fait, cette masse de Schwarzschild, elle varie. Elle n'apparaît qu'extrêmement proche de l'horizon de l'événement. Vous avez ici le potentiel de Yukawa et vous avez le potentiel gravitationnel relativiste. On doit encore faire des recherches à ce niveau-là. Nassim n'a pas tout démontré, tout découvert. Il y a encore du travail à faire, et c'est bien, ça me permet d'arriver à la conclusion. Il est clair que depuis environ 70 ans, on défend un modèle standard, et c'est une très bonne chose. Ici, il y a quelque chose de totalement différent. Et puisque j'ai la chance de m'exprimer dans une université, ce serait vraiment extrêmement important que nos universités européennes puissent commencer à étudier ces phénomènes, parce que les conséquences de ces simples recherches peuvent changer la face du monde. À partir du moment où on se rend compte que le vide est composé d'ondes en quantité colossale, que la pauvre petite matière que l'on voit ne correspond que 10-39% d'un centimètre cube de vide, on se dit qu'on passe à côté d'énormément de choses et qu'il suffirait d'un tout petit peu de cette énergie du vide pour pouvoir changer complètement la face du monde. C'est donc selon moi essentiel de se mettre à étudier ces phénomènes et de se mettre à étudier tout ce qui découle de ce soir. Je vous ai dit qu'on avait une organisation en trou noir. Ça peut paraître bizarre de vivre dans un trou noir, mais de nouveau, une fois qu'on lâche les peurs, c'est finalement un phénomène physique comme un autre. Alors, en 2 mots, donc Nassim Haramein a créé le projet Résonance. Si vous voulez avoir les articles, vous les trouverez en allant sur résonance.is et vous allez sur hiup.org. Vous allez avoir toutes les publications scientifiques de Nassim. Ça, c'est la division plus scientifique que vous allez retrouver là. Voilà, je vous remercie. Vous avez mon mail qui est ici si vous avez des remarques à faire.